à 14h, tu te retrouves avec tes gros clients, tu leur proposes un café, puis tu arrives dans le bureau et en fait, ça sent le poisson partout, quoi. Et ça, c'était juste pas possible. Chaque culture a ses façons pour l'idée, manager. Être leader dans un pays, c'est pas être leader à travers le monde. Devenir un leader, c'est quelque chose qui s'apprend parce que la base de la gestion d'un groupe, on va dire, c'est la communication, c'est savoir créer un esprit de cohésion. Et toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui est inné. Et dans chaque culture, les piliers qui font la cohésion d'un groupe sont différents. Je me suis pris une claque. Ça a été un peu la descente aux enfers au bout de 3 mois. En me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? Pourquoi on est revenu là Je croyais que ça allait être facile, mais c'est pas du tout facile de s'expatrier. C'est pas la belle vie en bas des cocotiers avec ta piscine. Pas du tout. T'es à 10 000 km de tes amis, de ta famille. Tu comprends rien à la langue. Tu sais pas comment conduire dans la rue. Est-ce que c'était vraiment le bon choix ? Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspiré des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Salut Adèle, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Salut Paul. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on fait un numéro un peu hors série des Leaders sans frontières. On souhaitait vous présenter notre nouveau projet. Donc, on a vécu 3 ans au Vietnam. On va y revenir dans cet épisode. Et nous partons pour une nouvelle odyssée, une nouvelle aventure, une étude autour du monde sur l'engagement au travail. Et donc, on souhaitait partager cela avec les auditeurs du podcast Leaders sans frontières. Bon, on se connaît plutôt bien, ça fait un peu plus de 7 ans qu'on partage notre vie commune et là l'idée aujourd'hui c'est de se lancer sur une nouvelle aventure où on va vivre ensemble mais également travailler ensemble pour la première fois de notre vie. Ouais. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs, présenter qui tu es et raconter ton parcours pour que tout le monde comprenne ton bagage tout simplement. Ok. Donc, merci de m'inviter sur le podcast des Leaders sans frontières. Donc, moi, c'est Adèle. J'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis née à La Rochelle. Ensuite, j'ai vécu à Bordeaux jusqu'à mon bac. Et après, je suis partie à Paris faire une prépa littéraire Henri IV. Et j'ai fini mes études à Dauphine, donc où j'ai appris notamment la sociologie, l'économie et l'action publique. Je me suis spécialisée dans le domaine du conseil au niveau professionnel. Donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé chez Eurogroupe Consulting et PwC. Et je pense que ce qui est important à mentionner, c'est que j'ai toujours eu envie d'aller vivre à l'étranger, de faire quelque chose par rapport à l'international. Et donc, c'est entre mon Master 1 et mon Master 2 que j'ai fait une année de césure à l'étranger et je suis partie au Vietnam. Pourquoi le Vietnam ? Parce que mon grand-père était vietnamien, que j'avais toujours eu envie d'aller découvrir ce pays dont on parlait depuis des années. Mon père me parlait, ma grand-mère, ma tante. Donc j'avais aussi envie de découvrir ce qui se cachait derrière ce grand mot qui est le Vietnam et de aussi rencontrer ma famille parce que j'ai aussi des cousins, des grands-oncles, des grandes-tantes qui sont au Vietnam. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré. Je suis partie 1 an là-bas, j'ai travaillé là-bas, j'ai vécu là-bas. Et voilà. Et après, évidemment, je suis rentrée à Paris. Je suis restée dans le cadre classique du conseil et j'avais toujours eu pour volonté de repartir en Asie. Et donc, c'est là où on est revenu au Vietnam tous les deux cette fois en expatriation en 2022 pour 2 ans. Et là, on revient juste de cette fantastique aventure en Asie. Donc, le nouveau projet, c'est de partir en tour du monde après ces 3 années d'expatriation en Asie. Et bon, avant de parler de ça, peut-être toi aussi tu peux te présenter parce que souvent tu demandes à tout le monde de se présenter dans ton podcast, mais toi on ne te connaît pas vraiment finalement. Donc vas-y, raconte-nous un peu qui tu es, Paul Tressens. Oui, alors c'est vrai que je peux présenter mon parcours. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire en quasiment 40 épisodes. Quasiment 1 an d'existence du podcast. Je suis ingénieur de formation, ingénieur arts et métiers. J'ai également une double compétence en business, où j'ai fait un double diplôme à l'IAE Aix-Marseille, où j'ai acquis des compétences en gestion d'entreprise et en management. J'ai ensuite commencé ma carrière à Paris, dans une société de conseil en industrie, qu'on appelle l'assistance technique, donc c'est-à-dire en déployant des ingénieurs sur des projets industriels
principalement dans l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmaceutique. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans à Paris, et ensuite tu m'as proposé de partir au Vietnam, de m'ouvrir à l'international, ce que j'avais pas forcément pensé, planifié même dans mes objectifs de carrière. On est parti au Vietnam, là-bas j'ai rejoint une entreprise qui était spécialisée en supply chain, où on avait 2 départements, un département de conseil en stratégie et un département où on avait un logiciel de planification industrielle. Et donc moi, j'étais en charge des activités commerciales et de la stratégie pour cette entreprise qui était spécialisée sur les marchés émergents en supply chain d'Asie du Sud-Est. Et l'entreprise était basée entre Singapour et Ho Chi Minh. Ce qui s'est passé en 2023, c'est que j'ai eu une autre idée. Je souhaitais apprendre, avoir des retours d'expérience, justement, de Français, de francophones qui connaissent l'expatriation, ou du moins qui connaissent l'international, pour pouvoir ramener des apprentissages de français de l'international et les proposer à la France, les diffuser en France. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette idée de créer un podcast sur le leadership, le management et l'entrepreneuriat à l'international et en français. Donc cette aventure dure depuis 1 an. Avant de parler peut-être de ce tour du monde, donc nous on avait pour objectif de faire 3 ans d'expatriation en Asie, ensuite de partir 1 an autour du monde. On a construit notre projet quand on vivait à Paris sur ces 4 années-là. On va s'intéresser à un thème phare des Leaders sans frontières, les différences culturelles, l'expatriation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le Vietnam? Qu'est-ce que ça fait de s'expatrier au Vietnam? Comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce que ça fait? Alors là, c'est une grande question. Beaucoup de bonheur déjà, je pense que ce que j'avais ressenti en 2018 quand je suis partie au Vietnam la première fois toute seule en année de césure, ça a été déjà un changement radical dans la culture, la langue, le climat, tout change en fait, tout change. Donc c'est beaucoup de bonheur parce que c'est vrai que je me rends compte de quelque chose a posteriori. Sortir de sa zone de confort, c'est hyper difficile quand tu l'as jamais fait. Donc moi, c'est ce qui se passait en 2018 quand je suis partie au Vietnam toute seule. J'allais changer complètement de milieu, j'allais tout changer. Et en fait, je me rends compte que quand t'as goûté au fait de sortir de sa zone de confort, tu deviens complètement addict à ça. Tu crées un peu une forme d'addiction de toujours trouver autre chose à faire, innover, regarder différemment tout ce qui se passe autour de toi. Et donc, du bonheur d'être expatrié au Vietnam, et aussi une découverte de soi qui est grande parce que tu te confrontes à l'altérité, aux autres. Et en fait, c'est en se confrontant à l'altérité et à l'autre avec un grand A qui est très différent de toi que tu te rends compte de tes valeurs, tu te rends compte de toi, ce qui t'importe et ce qui t'importe peu aussi. Et donc, tu apprends à mieux te connaître. Donc, je dirais bonheur, sortir de sa zone de confort aussi, et la rencontre de l'autre. Ok. Et quelle a été la plus grande différence culturelle auquel tu t'es confronté en allant au Vietnam? Quelle a été, je sais pas, une situation peut-être où tu t'es dit, là, ça y est, je suis vraiment au Vietnam, et les interlocuteurs autour de moi ne comprennent pas cette situation de la même façon? Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup de situations au Vietnam. Après, ce que je retiens du Vietnam, c'est le fait qu'on est très différents sur un sujet qui est la face, le fait de communiquer en fait. Le fait de communiquer, on va pas du tout, en tant que Français, en tant que Vietnamien, réagir de la même manière. Donc par exemple, si moi j'ai quelque chose à te dire qui me tient à cœur, ou je vais être en colère, ou je vais être très heureuse, ou je vais avoir beaucoup d'émotions, en fait, je vais, en tant que Française, mais aussi, je pense, latine, on va dire, le côté Europe latine, je vais te le dire, ça va jaillir, ça va sortir de moi, je vais peut-être pleurer, je vais peut-être crier, mais au moins, je vais avoir de l'émotion dans ce que je ressens. Au Vietnam, pas du tout. Au Vietnam, tu peux être en face d'un ou d'une Vietnamienne. S'il ressent de la colère, s'il ressent du bonheur, s'il ressent tout type d'émotion, il va avoir cette face, ce concept de face en face de toi qui fait que toi, en tant qu'interlocuteur, tu vas te rendre compte de rien. Tu vas pas savoir ce qu'il ressent. Et ça, c'est hyper compliqué quand tu arrives, soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Moi, j'ai des situations au bureau où, en fait, je suis en face de mes collègues et je leur pose la question. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu ressens?
Qu'est-ce que tu penses de cette situation? T'es d'accord? T'es pas d'accord? Dis-moi vraiment au fond de toi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils sont là, non mais OK, bah, si tu penses que c'est le mieux comme ça, on fait comme ça, il y a pas de problème. Et j'essaie de leur dire à chaque fois: «Mais donne-moi ton avis, moi j'ai besoin de savoir ce qu'il y a au fond de toi». Et en fait, ça vient pas et il faut pas non plus forcer à ce que ça vienne. Si ça vient pas, ça vient pas et c'est aussi un sujet culturel qui a été difficile pour moi au début, mais que j'ai appris aussi à comprendre, à apprivoiser et au-delà de comprendre, de l'accepter. Et puis c'est le respect aussi de la hiérarchie, le fait que tu sois supérieur hiérarchique, forcément si tu dis quelque chose, c'est comme ça que ça doit se Mmh. passer. Ouais. Avec cette organisation de la société, des entreprises au Vietnam qui, il y a une organisation liée à la famille, et même quand on appelle les gens, tout est en référence dans la langue vietnamienne à la famille. Donc cette notion est très forte. Le CEO d'une entreprise, c'est généralement le papa. Mmh. Enfin, il y a ces grands concepts de la famille qui Mmh. s'appliquent dans la vie du quotidien et qui fait que quand ton manager te donne une directive, tu n'oses pas forcément la remettre en question, Mmh. comme tu ne remettrais pas forcément en question la voix certainement de tes parents quand ton père te dit quelque chose et que tu es petit, tu appliques tout simplement ce que tes parents te disent. Ouais, c'est vrai. Bon et toi, par rapport au Vietnam, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu partais aussi dans le cadre du fait que moi, j'avais déjà une histoire avec le Vietnam? Est-ce que tu avais des attentes par rapport à ce pays quand tu es parti? Si oui, lesquelles? Et surtout, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé, par exemple, au Vietnam? Bah, moi, les attentes, je partais surtout sur la découverte d'un pays. J'avais déjà voyagé au Vietnam en tant que touriste, mais je me suis dit, je m'expatrie, ne pars pas justement avec des attentes. Prends tout ce qu'on te donne. Donc, j'avais vraiment un état d'esprit positif où je me suis dit, ça va être une superbe aventure. Et au final, je me suis émerveillé de ce monde, de ces nuées de scooters qui défilent dans la rue, de ce brouhaha permanent, de ce grouillement des villes, et notamment d'Ho Chi Minh ville où on a vécu. C'est des capitales qui sont en train d'exploser à travers le monde. Des capitales, je considère que Ho Chi Minh ville est la capitale économique aujourd'hui parce que c'est là que se fait une grande partie du business au Vietnam par rapport à Hanoï. Il y a une effervescence dans la ville et un dynamisme qui est fou. Et tu parlais un petit peu de la température, le climat. C'est une ville où il fait tout le temps la même température. Le 28 degrés, il est là toute l'année. Le soleil se lève tous les jours entre 5h et 5h30, se couche le soir entre 18h et 18h30. C'est quelque chose de monotone qui fait que on se sent bien et on n'a pas de perturbations, contrairement à la France, tout simplement, que j'adore, mais qui fait qu'en hiver, les jours sont plus courts. Il y a des variations de température fortes qui, énergétiquement, te prennent du temps, de la force. Et donc, ce côté-là fait que j'ai déjà un petit peu d'énergie, on va dire, dans la vie. Un petit peu, oui, tout à fait. Et là, je ne sentais plus de limite dans par rapport au climat. Je me sentais toujours bien avec beaucoup d'énergie. Et je trouve que ce climat humide, chaud, nous met dans un environnement où on se sent bien en permanence. Alors, ça n'empêche pas que on prend en période des moussons des seaux d'eau sur la tête. Je me souviens un jour, en rentrant d'un rendez-vous client, j'avais vraiment 5 mètres à faire sous une pluie battante. Je devais sortir du taxi pour rentrer dans l'immeuble où étaient mes bureaux, et je n'ai pas eu le temps de sortir du taxi, de fermer la porte et de monter les 3 marches qui me séparaient du hall d'accueil. Que je suis arrivé dans le hall d'accueil, j'aurais pu sauter dans une piscine, c'était exactement la même chose. Donc, Petit tips, toujours avoir des tongs dans son coffre de scooter quand vous vivez à Ho Chi Minh Ville et à Saigon. Ça, c'est hyper important. Donc oui, ça fait partie des anecdotes. Et après, tu parlais beaucoup de la communication, de la façon de travailler. Moi, j'ai une anecdote au travail où un jour, j'étais avec une collègue, on travaillait côte à côte, et elle m'envoie un Slack, donc un message dans la messagerie instantanée de l'entreprise. Et bon, moi, en français, en latin, je vois le Slack arriver, alors que vraiment, elle était à côté de moi, comme on est là, même encore plus proche. Voilà, et son ordinateur était à 70 cm, 50 cm du mien, et on était sur le même bureau. Et donc, en bon français, moi, je lève la tête et je lui réponds à l'oral. Et elle était sacrément surprise.
Et il y a eu plusieurs situations comme ça où, en fait, je me suis aperçu qu'il y a énormément de choses qui sont faites à l'écrit de façon à dire, moi, je me déleste d'une charge mentale, c'est-à-dire je considère que je t'envoie le message, c'est bon, ma charge de travail est faite, c'est le sujet est de ton côté. Et aussi, il y a un côté traçabilité, c'est-à-dire la responsabilité, l'engagement, le fait de dire chacun a son engagement qui est limité, et à partir du moment où j'ai fait mon travail s'arrête ici et c'est à toi de prendre le pas. Là où en France, on n'est plus sur des synergies croisées, on discute beaucoup. Là, c'est vrai que tout est tracé par des messages écrits. Dans un open space, on entend des mouches voler. Enfin, moi, c'était comme ça dans mon entreprise. Je ne sais pas si c'était la même chose dans ton entreprise. Ah non, moi, c'était pas du tout comme ça. Non, on n'entendait pas les mouches voler. Au contraire, on entendait beaucoup de monde, justement. C'est ce qui faisait peut-être la spécificité de notre entreprise aussi. C'est rigolo. Même si on a vécu dans le même pays, on n'a pas du tout les mêmes expériences et c'est pas mal de comparer. Moi, justement, alors oui, parfois, on entendait les mouches voler, souvent le matin quand tout le monde lisait ses mails. Mais très vite, voilà, ça allait de bureau en bureau. C'était un open space, donc tout le monde discutait ensemble. Justement, où la communication était plutôt ouverte. Après, c'était une entreprise où il y avait une culture vietnamienne forte, mais aussi une culture française forte. Donc, ce mix a aussi peut-être créé cet environnement de travail où il y avait aussi beaucoup de communication ouverte, pour le coup. Donc, ça discutait, ça mangeait des snacks toutes les 2h30. Ça parlait. Et même, ça faisait plus que parler. Des fois, ça mangeait, ça grignotait. Mais j'ai un souvenir où on est entre midi et 2. Et en fait, le midi et 2 était un peu plus même vers 14 heures, où c'était aussi le moment de reprise du travail et qu'il y avait des clients qui venaient dans les salles de réunion. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'une partie de l'équipe s'était dit la veille, en fait, on va se faire un plat typique vietnamien ce midi tous ensemble. On va cuisiner dans la petite kitchenette qu'il y a à côté du flex office, quoi. Sauf qu'il s'est avéré que c'était des gambas, des petites crevettes, du poisson, etc. Donc là, à 14 heures, tu te retrouves avec tes gros clients, tu leur proposes un café, puis tu arrives dans le bureau et en fait, ça sent le poisson partout, quoi. Et ça, c'était juste pas possible. Pour de vrai, c'était pas possible. On s'est un peu pris un blâme par email à 16 heures par le directeur. Mais à côté de ça, tu te dis, waouh, ça, tu le verrais jamais en France. Et en même temps, quand tu es dans la situation, t'es obligé de te marrer avec tes clients, t'es obligé de leur dire voilà, ça se passe comme ça, désolé, enfin peut-être pas désolé, c'est juste que c'est la réalité et voilà quoi. Super, hyper intéressant. Oui, c'est vrai que moi qui étais vraiment dans le milieu plus conseil, industrie, ingénierie, on a des façons de travailler peut-être différentes, mais voilà, on a chacun vécu nos aventures vietnamiennes différemment, dans notamment le professionnel. Le personnel, on était ensemble et d'être expatrié à l'autre bout du monde, c'est vrai que c'est une sacrée aventure que de recréer l'ensemble de son cercle social. Quand on s'expatrie, on n'a plus nos bases d'amis, de famille qui sont autour de nous. Et moi, tu vois, en sortant du Covid, j'avais l'impression, quand on était vraiment avec des cercles restreints, où je ne sais pas si tu te souviens, on devait être 6 en permanence, en soirée, etc. Le fait de s'expatrier, début 2022, ça m'a vraiment obligé à redévelopper mes compétences en termes de sociabilisation, apprendre à les quick chats, à apprendre à se présenter rapidement, à essayer de cerner s'il y a des intérêts communs d'un point de vue business, perso, des sports en commun, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'on a dû réapprendre à faire ça en arrivant au Vietnam et c'était hyper intéressant de s'obliger et de se lancer dans ce vide pour justement réacquérir, on va dire, redévelopper ses compétences perdues durant cette période de Covid. Ouais, tout à fait. Ça a été quoi pour toi le plus dur à vivre au Vietnam ? Qu'est-ce qui a été difficile ? Le plus dur à vivre, il y a eu 2 choses, je dirais. Une première qui est très liée à l'environnement. Alors moi, je joue beaucoup au rugby. Et en arrivant au Vietnam, je me suis blessé. Je me suis déchiré un muscle lors d'un entraînement. Et en fait,
je me suis aperçu que c'était aussi lié à l'alimentation. On mangeait beaucoup moins de viande, les portions de viande sont diminuées. Et, en fait, on prend généralement une tranche de porc, par exemple, qu'on va découper et qu'on va partager avec tout le monde autour de la table. Là où en France, chacun a, par exemple, sa côte de porc ou sa côte de veau dans son assiette. Donc, il a fallu réapprendre pour moi à évaluer mes besoins en termes alimentaires et de voir ce que ça faisait de manger que des pâtes de riz, par exemple, de réévaluer toute la partie protéines dans l'alimentation. Donc ça a été une réelle adaptation. Sinon, sur le plan professionnel, il y a eu une autre phase, c'est-à-dire quand on est arrivé au Vietnam, toi, tu es retourné dans l'entreprise où tu avais déjà passé une expérience quand tu étais allé en 2018 au Vietnam pour venir prendre les fonctions de directrice de la stratégie. Moi, c'était un pays que je découvrais et j'ai fait un pari, c'est-à-dire après avoir fait un cursus d'ingénieur et développé un bagage business, management, je voulais potentiellement trouver une entreprise qui souhaitait grossir avec un CEO, un fondateur qui avait besoin de faire grandir sa société. Je savais que c'était pas des postes, donc c'était des postes en finance ou en stratégie, et je savais que ce n'étaient pas des postes que j'allais trouver à 10 000 km de distance depuis la France et mon canapé à Paris, à juste cliquer sur des offres LinkedIn. Il fallait aller rencontrer des gens. Et donc, ces 2-3 mois où je suis arrivé au Vietnam, je me suis vraiment dit, je me laisse ce temps pour trouver une opportunité qui correspond exactement à mes attentes. Et qui dit attente élevée dit beaucoup d'exigences. Donc j'avais beaucoup d'exigences par rapport à ce poste recherché. Et là, je suis vraiment rentré dans une situation d'inconfort total parce que on ne connaît pas, on est obligé de refaire son réseau, d'aller percuter, taper à des portes, rencontrer des gens. Et ça a été une très très belle expérience. Et finalement, c'est comme ça que j'ai trouvé mon poste dans la société que j'évoquais précédemment, qui correspondait à mes attentes. Ouais. Et toi, quel était le moment le plus difficile ? Le moment le plus difficile au Vietnam, je pense que ça a été dans mes 3 premiers mois d'arrivée, quand on est arrivé en 2022. Ce qui s'est passé, c'est que on n'arrivait pas avec le même bagage. C'est-à-dire que moi, comme je l'expliquais, c'est que j'avais déjà fait une année de césure entre 2018 et 2019 où j'étais dans un contexte où j'étais étudiante. J'avais fait des stages, mais j'étais étudiante. J'étais logée chez ma famille très proche vietnamienne. J'étais dans un contexte de confort de vie qui était très grand. Et je m'en étais peut-être pas rendu compte d'ailleurs à l'époque. Donc j'avais créé pendant 1 an un idéal autour du Vietnam où tout était simple, tout était facile, il n'y avait pas besoin de grand-chose pour vivre, on faisait la fête, on sortait tout le temps, il faisait toujours chaud, toujours beau, donc tout était parfait au Vietnam. Et je suis rentrée à Paris en me disant « Waouh, le Vietnam, c'était une expérience incroyable, je veux y vivre, je veux y retourner absolument ». Et c'est ce qu'on a fait en 2022. Et en fait, moi, en 2022, quand je suis arrivée, c'est rigolo parce que toi, tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas tant d'attentes que ça quand tu es arrivée au Vietnam. Moi, en fait, je me suis rendu compte après coup que j'avais énormément d'attentes parce que j'avais vécu en 2018-2019 une année tellement magnifique au Vietnam où je m'étais découverte moi-même, j'avais rencontré ma famille, j'avais compris plein de choses qui se passaient à l'étranger et qui se passaient différemment de la France et j'avais apprécié ça. Que, en fait, j'avais vachement d'attentes. Et donc, en 2022, quand on est arrivé, en plus, c'était la fin de Covid, donc tout avait changé au Vietnam. Tous les restos, les petits endroits, les repères que je connaissais, tout avait disparu. Ma famille très proche vietnamienne était rentrée en France à ce moment-là, donc j'avais plus exactement la même accroche, le même repère familial. J'étais pas dans le même contexte professionnel, c'est-à-dire que j'étais plus la petite stagiaire. Je prenais, comme tu disais effectivement, un poste à forte responsabilité avec une équipe 100% vietnamienne et c'était la première fois que je prenais aussi une responsabilité de manager. Donc en fait, rien n'était pareil. Et moi, dans ma tête, mon illusion, c'était de croire que tout allait aussi bien se passer. Et effectivement, quand tu es sur ce registre-là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et j'ai vécu une grande désillusion. J'ai vécu une grande désillusion parce que j'ai enfin compris qu'on était expatriés, que j'étais pas
vietnamienne, que j'étais française, qui allait vivre au Vietnam, qui avait peut-être effectivement des origines vietnamiennes, mais je parlais pas la langue couramment. Je connaissais pas les us et coutumes, je connaissais quelques codes, mais sur des milliers qui existent. Et donc non, j'étais pas vietnamienne, c'était une désillusion de croire ça. Et ça fait toujours ça. Je me suis pris une claque. Ça a été un peu la descente aux enfers au bout de 3 mois, en me disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Pourquoi on est revenu là Je croyais que ça allait être facile, mais c'est pas du tout facile de s'expatrier. C'est pas la belle vie en bas des cocotiers avec ta piscine. Pas du tout. T'es à 10 000 km de tes amis, de ta famille. Tu comprends rien à la langue. Tu sais pas comment conduire dans la rue. Est-ce que c'était vraiment le bon choix ? Et c'est vrai que ça a été une grande remise en question. Ça a pris du temps. Mais j'ai aussi refocalisé, repéré à nouveau ce qui me plaisait au Vietnam, ce qui me plaisait pas, ce qu'il fallait que je sois aussi. Et je pense que j'ai refait un travail sur moi-même aussi, parce que le travail que j'avais fait en 2018-2019 n'a pas été le même que celui que j'ai fait en 2022-2024. Et heureusement qu'on a persisté ensemble, qu'on a réussi à faire notre expatriation aussi en couple. Mais le début a pas été facile et beaucoup de désillusions par rapport à l'expatriation. Ouais. On va peut-être enchaîner maintenant sur ce nouveau projet, le projet de tour du monde. Peut-être que c'est à moi de te poser la première question sur ce sujet-là. Ouais, je t'écoute. Pourquoi un tour du monde, Paul ? Pourquoi on part en tour du monde ? Il est vrai que quand tu m'as proposé de partir m'expatrier à l'international en 2021, ma réponse a été la suivante. Je suis, après quelques mois de réflexion... Faut le dire, hein, ça n'a pas été un oui définitif en 24 heures. Et immédiat, je suis d'accord. J'ai vraiment posé le pour et le contre, et le contre. Et quand je t'ai dit oui, on allait partir en expatriation, j'ai ajouté une condition. On part 4 ans, mais on fait un tour du monde. Et moi, ça a toujours été le tour du monde qui m'a animé. C'est surtout des histoires de famille, en fait, parce que mes parents, dans ma famille, on a beaucoup voyagé. Mon arrière-grand-père était un explorateur en Afrique. Mes grands-parents ont toujours voyagé. Et mes parents sont partis faire un tour du monde en 93, après s'être rencontrés en 91 sur un quai de gare en Indonésie. Donc c'est un petit peu quelque chose que j'ai dans les gènes. Ça marque, effectivement. Je comprends que ça puisse marquer. Et donc j'avais toujours eu ces histoires autour de dîners, de la Chine, les Fidji, le Japon, et de ces cultures qui étaient toutes plus enrichissantes les unes que les autres et qui étaient opposées à la nôtre. Et donc, je voulais partir, et c'est là que je t'ai proposé ce tour du monde. Le oui a été assez rapide, je crois, de mon côté. Oui, ça n'a pas posé problème. C'est clair. Peut-être le contexte, se dire que nous, on n'a pas fait exactement la même chose, parce que c'est pas un voyage aujourd'hui, ce qu'on fait. On va travailler pendant 1 an, et justement, on voulait aller au-delà du voyage, et par ce voyage, créer des rencontres et traiter un sujet, ce sujet qui est l'engagement au travail. Est-ce que tu peux expliquer comment on va traiter ce sujet-là et la belle association qu'on a rejoint pour réaliser cette aventure ? Alors effectivement, la thématique de l'engagement au travail, comment on va la traiter pendant 9 mois de voyage ? On va avoir 2 formats principaux durant l'exploration. Le premier format, ce sera une newsletter qu'on enverra via email toutes les 2 semaines. Et là, ça retracera notre itinéraire, quelles sont les personnes qu'on a rencontrées, qu'est-ce qu'on retient du pays où l'on est en ce moment même. Et le second format, ce sera le podcast, évidemment, le podcast Leaders sans frontières. Et on ira interroger. L'objectif d'aller à l'étranger à ce moment-là, c'est d'interroger des leaders internationaux, français, francophones, mais aussi étrangers, évidemment, autour du sujet de l'engagement au travail. Donc le comment, c'est 2 formats et des interviews sur le terrain pour comprendre comment on engage à travers les différences culturelles, la diversité culturelle, comment tu arrives à engager dans une entreprise où, par exemple, il y a 30 nationalités différentes, ou alors qu'il y a un changement des valeurs et de l'ADN de l'entreprise, comment tu arrives à créer du changement au sein de l'entreprise, et aussi comment tu arrives à engager dans un contexte qui est
hyper mouvant et un contexte où des outils arrivent, de nouveaux outils, de nouvelles technologies arrivent tous les jours. Par exemple, on pense à ChatGPT, on va être provoque, mais est-ce que si tous les collaborateurs aujourd'hui ont ChatGPT, est-ce qu'ils deviennent complètement passifs de cet outil ou est-ce qu'ils en font quelque chose et ça crée de l'engagement a posteriori après avoir utilisé l'outil, par exemple. Donc ça, c'est le comment du voyage. Le quoi, c'est peut-être l'Odyssée managériale, une association qu'on a rejoint. Donc l'Odyssée managériale, pour expliquer, c'est une association qui existe depuis 5 ans, qui envoie chaque année un binôme français à l'international sur un thème de management. Donc nous sommes lauréats de la 5e édition. On reprend le flambeau de cette belle association. Pour vous donner quelques chiffres, en 4 éditions, c'est plus de 300 entreprises rencontrées sur 4 éditions, 800 interviews à travers le monde sur 4 problématiques liées au management. L'intérêt d'intégrer cette association, c'est également de bénéficier de certains partenariats, notamment le partenariat fort avec l'Université Paris-Dauphine, où on aura l'opportunité de travailler avec des enseignants-chercheurs spécialisés en management. Donc nous, notre ambition à travers cette expédition, on l'a déjà dit, c'est de travailler sur le sujet de l'engagement au travail et de parcourir, après 3 années passées en Asie, on va parcourir l'Océanie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pendant un peu moins d'1 an. Une question par rapport à ce tour du monde, quels sont ça sera intéressant de comparer avec cet épisode plus tard. Quelles sont tes attentes de ce voyage ? On est à quelques jours du départ, Adèle. Quelles sont tes attentes de ce tour du monde ? La première attente que j'ai, c'est de rencontrer des personnes inspirantes tout au long de l'exploration. Je trouve que ce qu'on a beaucoup appris avec notre expatriation en Asie, c'est que c'est justement dans les moments les moins prévus, les grands imprévus, qu'on rencontre les plus belles personnes. Et je pense que cette exploration autour du monde, ça va nous apprendre ça. Ça va nous apprendre aussi à laisser parler notre instinct, aller rencontrer des personnes dans tout type d'endroits. Alors, on parle évidemment des entreprises, mais on parle aussi des associations, des organisations différentes, à but non lucratif, des communautés aussi. Par exemple, là, on part en Nouvelle-Zélande. Moi, l'envie que j'ai, c'est d'aller rencontrer des communautés maoris pour voir aussi comment ça se passe sur ces sujets d'engagement dans de telles communautés. Donc, la première attente, c'est à réussir à rencontrer des personnes impactantes, inspirantes et qui pourront nous aider à aussi voir un peu plus clair sur notre avenir, sur ce qu'on a envie de faire tous les deux, mais aussi personnellement. Donc ça, c'est la plus grande attente pour moi. Toi, ce serait quoi tes attentes par rapport au tour du monde ? Ma plus grande attente, c'est la découverte de l'autre. Et de se dire qu'à travers différentes cultures, il y a différentes manières d'engager des salariés. Et chaque culture a ses façons pour leader, manager. Être leader dans un pays, c'est pas être leader à travers le monde. Devenir un leader, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce que la base de la gestion d'un groupe, on va dire, c'est la communication, c'est savoir créer un esprit de cohésion. Et toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui est inné. Et dans chaque culture, les piliers qui font la cohésion d'un groupe sont différents. Donc mon ambition, mon objectif à travers cette expédition, c'est aller découvrir à travers les cultures les différentes façons de travailler et d'engager dans les cultures entreprises, mais également les cultures au sein de sociétés, d'ethnies, comme tu le disais, avec les Maoris notamment, ou les Fidji, ou l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Finalement, c'est d'aller découvrir les leaders sans frontières de demain. Exactement, les leaders sans frontières de demain. On aura encore beaucoup de choses à partager dans ce podcast. Merci beaucoup, Adèle. C'était un plaisir de te faire passer pour la 2e fois dans l'épisode des Leaders sans frontières, parce que ce qu'il faut avouer, c'est qu'il y a eu un premier épisode qui n'est jamais sorti, qui m'avait permis de tester tout mon matériel. Un épisode 0, effectivement. Voilà, un épisode 0, exactement. Peut-être tu peux nous renseigner, savoir où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble du contenu qu'on va poster avec les Leaders sans frontières et l'Odyssée managériale. Oui, tout à fait. Donc effectivement, l'Odyssée managériale, c'est à retrouver sur la page LinkedIn de l'Odyssée managériale, ainsi que sur Instagram, vous pouvez nous retrouver aussi. Et pour les Leaders sans frontières, ça reste effectivement sur toute la chaîne YouTube, LinkedIn, Instagram, tous les réseaux qui sont déjà actuellement en ligne.
Et pour nous, on postera directement sur l'Odyssée managériale sur LinkedIn et aussi via nos comptes personnels, Paul Tressens, Adèle Fung sur LinkedIn, pour vous raconter toutes les découvertes qu'on fera lors de cette exploration. Super. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, cette discussion, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Il y en a une multitude sur laquelle le podcast est diffusé. Ou sinon, vous pouvez également vous abonner sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour repousser vos frontières et pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.